Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter notre recherche et bon, de remercier mes collègues qui ont travaillé fort à cette belle recherche. Donc, Ingrid Verduc, que vous allez entendre tout à l'heure, Pascaline Quintala, Laurie Lévesque, Maïlie Fortin et Sébastien Finlay, un gros merci. Donc, vous avez probablement tous une idée des problématiques qui sont liées au bégaiement, puis de leur impact sur les habitudes de vie des jeunes qui bégaient et de leur entourage. Donc, le bégaiement, c'est une problématique qui est complexe, multifactorielle, qui nécessite souvent l'intervention d'une équipe multidisciplinaire, soit d'une orthophoniste, puis d'intervenants psychosociaux. Ça me fait penser que je ne me suis pas présentée. Donc, Julie Branche, je suis orthophoniste au programme bégaiement du Centre-Sud de l'île de Montréal. À mon centre de réadaptation, pardon, notre clientèle au programme bégaiement sont les jeunes âgés de 3 à 25 ans qui présentent un bégaiement, bien sûr. Donc, en orthophonie, l'intervention demande du temps, de l'investissement de la part des familles, puis des orthophonistes. Ce sont souvent de longs suivis en général. Avec les enfants, il y a différentes approches d'intervention qui sont possibles. Chez les enfants d'âge préscolaire, le programme LITCOM offre jusqu'à maintenant la meilleure évidence scientifique concernant l'efficacité de son approche d'intervention. C'est un programme qui a été inventé en Australie puis qui est utilisé au Québec depuis la fin des années 90. Le but du programme, c'est la disparition du bégaiement. Donc, c'est une approche behaviorale. C'est basé sur le conditionnement opérant. L'orthophoniste va guider le parent à reconnaître et à encourager par des commentaires verbaux la parole fluide de l'enfant, puis à identifier et à corriger les moments de bégaiement, toujours par des commentaires verbaux qui sont faits sur sa parole. Donc, on vise une réorganisation neuronale, étant donné la plasticité cérébrale des enfants là, entre 4 et 6 ans. Par exemple, on va dire à l'enfant, quand il est fluide, tes mots glissent bien, champion de la parole, c'était bien dit. Puis, quand l'enfant va bégayer, on va pouvoir lui dire « Oups, j'ai entendu une bosse, est-ce que tu peux redire, bon, l'énoncé bégayé ». Le traitement est d'abord appliqué en contexte de jeu structuré, puis il est transféré aux situations de communication du quotidien de l'enfant. Ça a duré d'environ 1 an et demi au total. Donc, il y a une première phase qui dure à peu près 4 à 6 mois où on veut éliminer le bégaiement. Puis l'autre phase dure environ 1 an. Puis c'est une phase durant laquelle on va s'assurer que la fluidité de l'enfant reste stable à long terme. Durant le traitement, les parents prennent des mesures quotidiennes de la sévérité du bégaiement de leur enfant sur une échelle de 0 à 9. 0 étant une parole complètement fluide, pas de bégaiement, puis 9, bégaiement extrêmement sévère. Donc, c'est comme ça que l'orthophoniste va aussi pouvoir mesurer les progrès de l'enfant à travers les semaines, les mois. Donc, maintenant, laissez-moi vous présenter un cas clinique qui est fictif, mais qui représente bien, en fait, ma réalité clinique au programme bégaiement. Donc, les parents se présentent avec leur petit garçon qui est âgé de 5 ans. Il provient d'une famille où, bon, il y a 3 enfants. C'est une famille, bon, ils sont bilingues. Le petit garçon est scolarisé en classe de maternelle. Il présente un bégaiement de degré modéré. Fait que sur l'échelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est à peu près un bégaiement de 5 sur 9. Le petit bégaye depuis l'âge de 3 ans, donc ça fait déjà un bon 2 ans que le bégaiement est installé. Il y a aussi un trouble développemental du langage qui a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans. Puis, les parents, l'enseignante également soupçonnent un TDAH chez l'enfant, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est un petit qui a des enjeux au niveau de l'attention, concentration. Ça a une répercussion sur ses apprentissages scolaires. Il y a des difficultés au niveau de la socialisation. Puis bon, en tant qu'orthophoniste, là, je me demande, bon, quelle approche d'intervention est-ce que je devrais choisir pour ce petit-là pour l'aider pour son bégaiement? Le problème, c'est que je n'ai pas de données probantes pour ce cas parce qu'il n'existe tout simplement pas dans la littérature. De par mon expérience clinique, je sais que
les enjeux au niveau de l'attention, de l'impulsivité et du langage vont affecter de façon négative les traitements pour le bégaiement. Mais on en sait très peu sur l'efficacité des différentes approches en bégaiement avec les enfants qui présentent une ou plusieurs comorbidités. Dans ce cas-ci, le trouble de langage, puis peut-être le trouble déficitaire de l'attention. Donc, d'emblée, je serais portée à utiliser le programme LIDCOM de par son efficacité prouvée. Mais les essais cliniques ont exclu, en fait, les enfants qui bégaient puis qui présentent des comorbidités, tels ceux que je viens de vous dire, le TDAH, TDAL ou peut-être même IDI. Donc, malgré le manque de recherche, on considère souvent le programme LIDCOM comme la meilleure approche pour les enfants d'âge préscolaire. Mais dans la réalité clinique, les orthophonistes, on s'ajuste en cours de thérapie selon les progrès de l'enfant. On peut ajouter, modifier les approches d'intervention. On est très flexible. Donc, ce qui m'amène à vous présenter, c'est ça, la recherche en tant que telle. Puis, qui est l'efficacité du programme LIDCOM chez les enfants qui présentent un bégaiement avec un trouble associé. Puis, les questions de recherche sont d'aller voir qu'est-ce que dit la littérature à ce sujet-là. Puis, parmi la clientèle des enfants qui sont desservis au programme bégaiement, il y en a combien qui présentent un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou une autre comorbidité? Puis, quel est l'impact de ces comorbidités-là sur le traitement orthophonique, plus précisément sur l'approche LIDCOM? Et voilà, donc je cède la parole à Ingrid Verduc. Merci beaucoup, Julie. Oui, donc ton questionnement, ça a été le départ d'un projet Nouvelle Initiative où on a repris tes questions et on les a transformées en objectifs de recherche. Donc, le premier objectif, ça a été de réaliser une revue de littérature systématique, puisque tu avais ce sentiment que la littérature n'apportait pas beaucoup de réponses. On voulait vraiment sonder cette littérature-là avec une méthodologie bien assise et vérifier ton sentiment. Après, on a procédé à une étude de dossiers, donc des dossiers de ton centre de réadaptation, de ton service. Et pour quelles raisons? On voulait vraiment dresser le portrait de la population du programme bégaiement en termes de troubles associés. Donc, de nouveau, c'était est-ce qu'on peut valider ton sentiment de clinicienne en allant regarder pendant une période de 2 ans quelle est la clientèle que le programme bégaiement a vue. On espérait pouvoir, sur base de ces dossiers, analyser l'impact des troubles concomitants sur le traitement orthophonique en termes du type d'intervention qui allait être proposée aux enfants, du nombre de séances qui allaient être reçues pour chaque enfant et du niveau de fluidité en fin de thérapie. Évidemment, tout ça en regardant si le fait d'avoir un trouble associé impactait ces différents paramètres de la prise en charge. Alors, pour ce qu'il en est de la revue littérature, la recherche a été faite en août 2019. Les mots-clés sur lesquels on a cherché, c'était bégaiement et LIDCOM. Ça peut paraître très, très large, mais en fait, ce n'est pas large du tout parce que ces 2 simples termes-là nous renvoient à 168 articles dans la littérature. Nos critères d'inclusion, c'était effectivement de bien s'assurer que l'article en question portait sur le programme LIDCOM, qu'il s'agissait d'une étude d'efficacité et que spécifiquement, on regardait l'efficacité de ce programme auprès d'enfants avec des troubles associés. Sur ces 168 articles, il y a un seul article qui a pu être retenu, ce qui confirme effectivement tout à fait bien ce sentiment de ne pas être outillé par la littérature existante. Qu'est-ce qu'il dit cet article-là? On va quand même un peu le regarder et voir. Il s'agit d'une étude de cas sur 5 enfants. Ces 5 enfants-là présentent des troubles légers de la parole, en plus de leur bégaiement. Et les auteurs vont proposer un traitement concomitant pour les 2 troubles. Ils vont traiter les 2 troubles en parallèle. On voit qu'à la fin de l'étude, 4 sur 5 enfants ont complété le programme LIDCOM. Et la conclusion, on en convient, c'est faible, c'est une étude à faible niveau de preuve, mais c'est malgré tout que le programme LIDCOM est possible, en tout cas auprès d'enfants avec un trouble associé léger, en tout cas pour 4 enfants au monde.
Alors, on a essayé d'élargir nos critères, nos critères d'inclusion des articles en se disant peut-être qu'il y a des articles qui ne s'intéressent pas spécifiquement à un groupe d'enfants avec un trouble, mais qui au moins incluent. Est-ce que ces enfants avec un trouble associé sont inclus dans les études qui portent sur l'efficacité du programme LeadCom? Et là, on a pu retirer 9 articles supplémentaires. Et ces articles-là, eh bien, qu'est-ce qu'ils montrent? Ce sont des articles qui ont décidé de laisser dans leur population clinique les enfants qui ont des troubles légers. Donc, a priori, on va souvent, dans la littérature orthophonique, exclure les enfants qui ont des troubles associés quand on fait des études sur le bégaiement. Puis, certaines études vont malgré tout dire on garde certains enfants s'ils ont un trouble léger. D'accord? Donc, on retrouve dans ces 9 articles qui permettent l'inclusion d'enfants avec un trouble associé, mais il y a 31,2% des enfants de ces études, de manière globale, qui ont un trouble associé. Mais les troubles associés sont souvent peu détaillés. Donc, on va savoir peut-être qu'il s'agit d'un trouble du langage, de la parole, mais souvent c'est juste dit, il y a un trouble associé, il est de nature légère. Puis les enfants avec des troubles sévères sont systématiquement exclus des études. Puis après, quand on va regarder les résultats de ces études-là, mais la proportion d'enfants avec un trouble n'est pas spécifiée dans les résultats. Donc finalement, on n'en apprend pas beaucoup. Est-ce que ces enfants-là faisaient partie de ceux qui avaient des résultats plus faibles, meilleurs, moyens? On n'en sait en fait rien du tout. Donc la conclusion de cette revue systématique, c'est qu'il y a très peu, voire pas du tout, de données disponibles pour guider les cliniciens lorsqu'ils vont avoir dans leur caseload des enfants qui ont un bégaiement avec un trouble associé. Pourtant, on voit que les enfants qui présentent un bégaiement avec un ou des troubles associés semblent être une partie non négligeable de la population. Donc déjà, si on ne fait qu'inclure les enfants qui ont un trouble léger, on voit que sur les 9 articles qu'on a relevés, il y a quand même 30% de la population qui a un trouble associé. Donc, suite à ça, on a entamé cette étude rétrospective sur dossier pour voir quelle est la réalité du programme bégaiement. Les critères d'inclusion, c'était que l'enfant du dossier a débuté sa thérapie à l'âge de 8 ans ou moins. Il devait être suivi à l'IRD pour un trouble de la fluidité pendant les années 2016 à 2018. On a trouvé 162 dossiers dans une première recherche, puis après étude de ces dossiers, il y en avait 60 qui correspondaient à tous nos critères d'inclusion. Donc, ce qu'on va vous présenter ici, c'est vraiment des données descriptives sur qui sont ces enfants, c'est quoi la population qui consulte et qui va recevoir des traitements au programme bégaiement de l'IRD. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est que 68% de ces 60 enfants qui ont été retenus pour l'étude, 68% sont des garçons, 22% sont des filles. Et ça, c'est quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on retrouve dans la littérature, où on a un ratio plus élevé d'enfants garçons qui bégayent que de filles. L'âge moyen des enfants retenus pour l'étude est de 6 ans, avec un minimum de 4,5, un maximum de 7,8 ans. Alors, on est à Montréal, on peut s'attendre à ce que nos enfants ne soient pas tous unilingues et effectivement, de fait, on a presque 70% des enfants qui sont on va voir le bilinguisme après. La langue première étant le français pour 70% des enfants. Pour 30% des enfants, ce n'est pas le français qui est la langue première. Puis au niveau des langues parlées, justement, on a une population qui est bilingue, multilingue. Donc, on a 38% des enfants qui sont unilingues, mais on en a 53% qui sont bilingues et 9% qui sont trilingues. Est-ce qu'il y a une histoire familiale de bégaiement chez les enfants qui consultent? Ici, on voit aussi que pour la majorité, c'est le cas, 63% oui, et ça aussi, c'est compatible avec ce qu'on observe dans la littérature et le fait que le bégaiement est un trouble génétique, partiellement génétique.
Alors, là, on arrive au cœur de notre question. Est-ce que il y a effectivement beaucoup d'enfants qui ont un bégaiement, qui ont aussi un trouble associé? Donc, quand on est allé, les données qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a fait un choix aujourd'hui pour ne pas étendre notre présentation. On a des troubles associés quand on va voir les dossiers où vraiment il y a un trouble associé qui est avéré, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic qui a été fait, on a un diagnostic soit médical, soit une conclusion orthophonique, mais on a aussi beaucoup de dossiers, plusieurs dossiers où on va soupçonner la présence d'un trouble. Donc, une forte suspicion, par exemple, d'un trouble de langage, d'un trouble de l'attention. Et dans les données qu'on vous présente ici, on a considéré ces fortes suspicions de troubles aussi, même s'ils n'ont pas encore été confirmés par un diagnostic. Nos résultats sont très similaires si on fait l'une ou l'autre des répartitions. D'accord? Donc ici, dans ces 60 enfants, on a 77% des enfants qui se présentent et qui vont recevoir un traitement qui ont un trouble associé. 23% n'en ont pas, ni de suspicion. Alors, ce n'est pas toujours un trouble associé avec lequel l'enfant arrive, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc ici, on parle de troubles associés en plus du bégaiement. Donc, on retrouve nos 23 enfants qui n'ont pas de troubles associés, mais parmi les 77%, on voit qu'il y a 30% des enfants ici qui ont deux troubles associés et 3% des enfants vont même en avoir jusque 3. Donc, quand on dit deux troubles associés, ben, par exemple, un enfant va avoir un trouble du langage et un TDAH, en plus du bégaiement. Alors, c'est quoi les types de troubles associés qu'on va retrouver dans la cohorte de nos 60 enfants? Majoritairement, ça va être des troubles du langage. D'accord? Donc, on a ça pour presque 40 des enfants. Il va s'agir d'un trouble du langage. Pour 12-13 enfants, on va avoir un trouble, un TDAH. D'autres types de troubles vont être présents, qui peuvent être des troubles comme une déficience cognitive légère. Des troubles de la parole sont représentés aussi et troubles du spectre de l'autisme. Mais principalement, ça va être des troubles du langage. Et puis, Julie, tu apporteras des précisions si je ne traduis pas bien ta pensée, mais les troubles qui vont le plus vous préoccuper, ça va être les TDAH. Vous avez l'impression que c'est peut-être là qu'on va observer le plus de défis avec le programme LeadCom. Donc, dans la suite des données, on va essayer de dissocier les troubles de manière générale et le TDAH. On va s'intéresser aussi à regarder quel type de thérapie a été reçu par ces 60 enfants, okay? Parce qu'ils n'ont pas tous reçu exactement la même prise en charge. Donc ici, on va qualifier d'autres toute thérapie qui n'est pas le programme LeadCom, qui ne va pas contenir du programme LeadCom. Et ça va être des thérapies de façonnement du bégaiement. Julie, peut-être que tu peux m'aider à compléter ici. Quel type de thérapie est-ce que vous proposez autre? Oui, donc façonnement de la fluidité, ce sont des techniques de fluidité en fait qu'on va enseigner aux enfants. Aussi, il va y avoir des approches par stratégie indirecte. Donc, on va beaucoup outiller les parents à savoir comment intervenir avec leur enfant, mais plus comme par exemple en laissant du temps à l'enfant pour parler, en l'interrompant pas, en suivant ses initiatives, en posant moins de questions. Donc, tout ce qui est plutôt indirect. Puis également, d'autres approches où on va essayer de faire en sorte que l'enfant accepte mieux son bégaiement, parce qu'un enfant qui accepte mieux son bégaiement, qui essaie moins de le cacher, souvent, ça va avoir un impact sur le niveau de sévérité du bégaiement. Donc, il risque de moins bégayer qu'un enfant qui résiste contre son bégaiement. Merci. Donc ici, on a une petite proportion des enfants, 8 enfants, qui reçoivent une thérapie autre du type que tu viens de nommer ici et qui n'ont pas de programme LeadCom du tout. Après, on a une partie des enfants qui reçoivent le programme LeadCom, mais qui reçoivent aussi d'autres types d'interventions. Puis, on a des enfants qui sont arrivés au programme de l'IRD, qui vont recevoir le programme LeadCom, mais qui avaient déjà fait une thérapie au préalable. Donc, on les a mis aussi dans un groupe séparé.
Et puis au final, et ça c'est pour la majorité, on a 31 enfants qui vont recevoir ce qu'on a appelé ici le LeadCom pur. Donc on va leur offrir le programme LeadCom et on ne va pas y associer d'autres types d'approches. Alors, si on regarde la proportion d'enfants qui ont un trouble associé dans ces différents groupes, eh bien, on peut voir qu'effectivement, il y a une plus forte proportion d'enfants qui ont un trouble associé dans les interventions qui vont être autres que juste le LeadCom pur. Ici, on voit aussi la répartition des enfants qui ont un trouble TDAH. Il n'y a pas de conclusion forte à tirer là-dessus. C'est réparti un petit peu à travers les 4 groupes. Et je crois que ce n'est pas... Ah oui, c'est ça. Si je vais vous le présenter d'une autre manière. Donc, si on regarde la proportion d'enfants avec un trouble associé pour le groupe LeadCom pur, on le propose ici en pie chart, on voit qu'il y a 32,3% des enfants de ce groupe-là qui n'ont pas de trouble associé, alors que le reste a un trouble associé, dont 25,8% ont un TDAH. Pour les 3 autres groupes, donc on les a mis ensemble, ceux qui ont reçu un autre type de thérapie avec ou sans LeadCom, on voit que la proportion d'enfants qui n'ont pas de troubles associés est beaucoup plus faible. Donc, elle est de 13,8%. Mais quand on fait un test statistique, ce n'est pas quelque chose qui atteint un niveau de significance statistique pour ces différences-là. Alors, ici, ce qu'on regarde, c'est est-ce que la sévérité du bégaiement en début de traitement est pareille pour les enfants qui ont un trouble associé ou pas de trouble associé. D'accord? Et pardon, excusez-moi. Et ça, on regarde pour le groupe des enfants à qui on va offrir le LeadCom pur. Et Julie, tu expliquais tout à l'heure qu'on a une échelle qui va de 0 à 9, où 0, c'est pas de bégaiement, et 9, c'est une sévérité importante de bégaiement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé nos enfants en 2 groupes. Donc, les enfants qui arrivent avec une sévérité de bégaiement qui est de 4 ou en dessous, donc un bégaiement léger, aux enfants un autre groupe d'enfants qui vont avoir une sévérité de bégaiement de 5 ou plus, donc de modéré à sévère. Ici, vous voyez la répartition, donc une proportion plus importante d'enfants qui ont un trouble associé, pas nécessairement TDAH, mais en tout cas trouble associé, dans le groupe qui ont une sévérité plus importante. Mais c'est quelque chose qui n'est pas non plus significatif sur le plan statistique. Si on regarde au niveau de tout notre grand groupe, les 60 enfants, on observe la même tendance, mais ce n'est pas non plus statistiquement significatif. Si on regarde justement l'atteinte du critère de réussite du programme LeadCom. Maintenant, Julie, je ne sais plus si tu l'as nommé cette atteinte en début de présentation. Peut-être que tu pourrais en tout cas expliquer ou réexpliquer comment est-ce qu'on c'est quoi le critère qu'on utilise pour estimer qu'on a atteint la fin du traitement? Oui, pour le LeadCom pur, en fait, on s'attend à ce que l'enfant, après la première phase, qui dure 4 à 6 mois, ait été fluide à un niveau de 0 ou 1 sur l'échelle de 9 pendant 3 semaines consécutives, autant au quotidien qu'en clinique. Puis, par la suite, on va passer à la phase de maintien qui dure 1 an. Puis, à la fin de la phase de maintien, la fluidité de l'enfant devrait s'être maintenue là, à un niveau de 0,1, en fait. Oui, exactement. Ici, si vous voyez, on parle de lorsque le traitement est arrêté. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants ou des parents qui vont mettre fin au traitement parce qu'ils atteignent un niveau de satisfaction qui fait en sorte qu'ils n'ont plus le souhait de continuer le traitement, même si le critère n'a pas été atteint. Donc ici, quand on parle de le traitement est arrêté, on ne fait pas la distinction. Est-ce que le traitement a été arrêté parce qu'on est arrivé le critère a été atteint? Est-ce que c'est parce que les parents estiment qu'ils sont satisfaits ou est-ce que c'est parce qu'il y a un abandon et on ne connaît pas exactement la raison pour laquelle l'enfant n'a pas continué son traitement? Mais ce qu'on voit, on va juste regarder au moment où le traitement est arrêté, est-ce que le critère est atteint ou pas atteint? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que chez les enfants qui ont un critère non atteint
au moment de l'arrêt du traitement, on a une proportion plus importante d'enfants avec un trouble associé et d'enfants avec un TDAH. D'accord? Et ça, c'est une différence qui est significative entre ces deux groupes. Donc, on voit que tous les enfants qui n'ont pas de trouble associé atteignent le critère de réussite du programme LeadCom. Ce n'est pas le cas pour les enfants avec un trouble associé. Ça, c'est pour notre groupe de 31 qui ont reçu le LeadCom pur. Et on voit exactement la même chose pour les enfants qui vont recevoir un autre traitement. D'accord? Donc ça veut dire tout simplement qu'au moment où le traitement est arrêté, les enfants de ce groupe-ci, du critère non atteint, ne sont pas à un 0 ou un 1 sur l'échelle de sévérité du bégaiement. Ça ne veut pas dire que les enfants ou les parents ne sont pas satisfaits du traitement. Donc, on a regardé ça aussi. Si maintenant on divise plutôt entre les enfants qui arrêtent le traitement et qui sont satisfaits du niveau de fluidité au moment où le traitement est arrêté. Il reste 5 minutes à la présentation. Oui, parfait. Donc, on voit que la majorité des enfants, des arrêts de traitement sont faits avec une satisfaction du niveau de fluidité. C'est quelque chose qui est significatif. Mais on va principalement retrouver des enfants avec un trouble associé où là, on n'a pas, la raison de l'arrêt du traitement n'est pas une satisfaction du niveau de fluidité. On va voir un peu la même chose pour notre plus gros groupe. Mais ces différences ne sont pas statistiquement significatives. On se posait la question aussi, est-ce que le fait d'avoir un trouble associé va rallonger la prise en charge, le traitement? C'est quelque chose qu'on n'observe pas dans les dossiers qu'on a étudiés, ni pour le groupe de LeadCom pur, ni pour les groupes qui reçoivent d'autres types de traitements. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la médiane du nombre de séances qui a été reçu au total pour les deux groupes. Et on voit qu'il y a c'est quelque chose de très similaire pour les trois groupes. Il n'y a absolument aucune différence statistique là-dedans. Et puis, si on regarde au niveau du nombre de séances, du nombre de semaines qui ont été données pour le traitement, pour arriver à l'arrêt du traitement, c'est aussi assez similaire. On voit plutôt une tendance où les enfants avec un trouble associé vont recevoir légèrement moins de séances, mais ça va se faire en légèrement moins de semaines, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est statistiquement significatif. Et là, je vais passer la parole à Pascaline. Alors, merci Ingrid. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais aller rapidement. Qu'est-ce qu'il ressort comme conclusion ou bien comme retombée dans le cadre de ce projet? On a des impacts aussi bien au niveau clinique, au niveau organisationnel, mais également au niveau de l'offre de services. Donc, ce projet nous donne quand même une meilleure idée du profil des patients qui ont consulté le programme bégaiement au cours de la période 2016-2018. Ça nous éclaire sur le processus de soins et puis l'amélioration de la qualité des services. Notamment, ça renforce la pratique réflexive pour les cliniciens du programme bégaiement. Et à la fin, on est capable aussi de pouvoir développer comme un arbre décisionnel avec des alternatives de traitement selon les profils des patients. Donc, selon le profil, on pourrait avoir le LeadCom pur, le LeadCom associé à d'autres alternatives de traitement. C'est quoi les limites qui se dégagent dans le cadre de ce projet? Nous avons noté 3 principalement, c'est qu'il y avait très peu d'enfants. Donc, nous nous sommes limités dans le cadre de ce projet, comme vous l'avez vu, à des statistiques descriptives. Et les données, il n'y avait pas de données statistiquement significatives. Les données, ce sont des données, c'est une analyse préliminaire qui a été faite en fonction de la base de données que nous avions. Il y avait pas mal de données manquantes dans la base de données. Puis finalement, comme la dernière limite, c'est que les troubles associés, ce n'était pas toujours des diagnostics avérés. On avait également des hypothèses de diagnostic. Donc, ceci aussi a eu un impact sur le type d'analyse que nous étions capables de pouvoir mener. En conclusion, ce qui se dégage, la conclusion est en lien avec la question de recherche au niveau de l'impact. Savoir, nous avons noté notamment que les enfants avec des troubles associés étaient moins susceptibles de recevoir le LeadCom pur, donc notamment en ce qui concerne le nombre de semaines de séances de traitement. Ils sont plus susceptibles d'avoir un degré de sévérité du bégaiement initial qui est pas mal élevé.
La seconde conclusion concerne la durée de traitement qui était pas plus longue avec les enfants ayant un trouble associé, peu importe la nature du trouble associé. Les enfants avec un trouble associé ont également moins de chances d'atteindre les critères de réussite du LICOM. Donc, ça, ce n'est que c'est un portrait, c'est une tendance que nous avons pu noter, surtout si le trouble associé, c'est un trouble de déficit de l'attention avec ou hyperactivité. Le critère de réussite, on l'a vu tantôt, c'est de 0 à 1 et puis pendant une certaine période. Et finalement, les enfants avec troubles associés sont également moins susceptibles d'arrêter la thérapie parce qu'ils ont atteint les critères de réussite du programme LICOM. Et en plus de 60% des enfants avec troubles associés sont néanmoins satisfaits de leur niveau de fluidité. Donc, même s'ils n'atteignent pas les critères tels que définis dans la littérature, le niveau où ils atteignent, il y a quand même des progrès qui sont réalisés, puis ils sont pas mal satisfaits de ce niveau-là. C'est quoi les pistes futures? Nous avons quand même noté, relevé quelques projets futurs qui pourraient être réalisés. Si on avait un échantillon un peu plus important, c'était possible de réaliser des analyses de sous-groupes avec le LICOM pur ou le LICOM associé à d'autres traitements ou uniquement un troisième groupe, juste les alternatives de traitement. C'est également possible de pouvoir mener une étude prospective pour mesurer c'est quoi l'impact, l'expérience des enfants et de leur famille avec le bégaiement et comment est-ce que ça influence leur qualité de vie, les émotions et puis toutes les interactions sociales. Alors, merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.